Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un point avec vous de mes lectures du mois de juillet. Alors pour commencer, j'ai lu Comment devenir parfait en 3 jours de Stephen Mann, c'est dans la collection Cascade chez Rajo Éditeur, donc pour les 7-9 ans. Je sais pas vous, mais moi c'est typiquement un genre de collection qui ont fait partie de mon enfance. Et d'ailleurs je suis absolument sûre que j'ai déjà lu ce livre, que j'avais dû l'emprunter à la bibliothèque quand j'étais plus jeune. Donc dans ce livre, c'est l'histoire de Milo qui est maladroit, fait des bêtises et donc décide de devenir parfait parce qu'il se dit que s'il est parfait, on se moquera plus de lui, il aura que des compliments, que sa vie devrait être plus facile. Un jour à la bibliothèque, il trouve le livre du professeur Merlan qui promet à celui qui suivra la méthode décrite dans le livre sur 3 jours de devenir parfait. Alors Milo... il se dit pourquoi pas, autant tenter l'expérience, donc c'est ce qu'il va faire. Et ça va le mener dans des situations un petit peu rocambolesques. Mais il décide de ne pas se décourager, ça étonne un petit peu ses parents, sa famille, ses amis autour de lui, se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais il se laisse pas décourager. Bon, son père finit par mettre son nez quand même dans l'histoire parce que il se demande un petit peu pourquoi son fils agit comme ça. Et donc il tombe sur le livre, il le parcourt, il découvre ce que c'est et décide de laisser Milo mener l'expérience jusqu'au bout. Alors j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu fou, où on apprend quand même beaucoup, où Milo apprend quand même beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce père qui vient voir ce que son fils lit, parce que je trouve qu'en tant que parent, c'est très important de mettre son nez un petit peu dans les lectures de ses enfants, de savoir qu'est-ce qu'ils lisent, parce que tout n'est pas forcément pour eux, tout n'est pas forcément bon pour eux, et certaines choses peuvent l'être, mais à condition d'être expliquées. Là, en l'occurrence, le père voit que Milo va comprendre tout de suite, et il sait qu'il pourra en parler avec son fils ensuite. Donc c'est un excellent livre pour les 7-9 ans. En plus, c'est très bien illustré pour ceux qui apprennent à lire tout seul. C'est rythmé et même la façon dont est écrit le livre incite l'enfant à le lire sur, je pense, 3 jours. 3 ou 4 jours, ce qui fait finalement peu de pages à lire tous les soirs, mais cultive le petit suspense tout au long de la lecture. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Ensuite, j'ai lu La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Donc là, c'est aux éditions Pocket. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. On y suit l'histoire d'Octave, qui est un enfant de ce siècle de transition, qui a du mal à trouver sa place, à savoir quoi faire de sa vie, sachant que ça se passe à Paris, qu'il est issu d'un milieu bourgeois, donc n'a pas forcément besoin de travailler pour gagner sa vie. Parce que c'est simple, quand on a besoin de travailler, la vie est beaucoup plus simple, plus tracée, on trouve un emploi et on se pose pas 10 000 questions. Là, il y a ce côté désœuvrement où cette bourgeoisie était amenée à faire carrière ou dans le militaire ou dans les ordres. Carrière que le militaire aurait plu à Octave, mais les ordres pas du tout. Mais bon, il n'y a plus de carrière militaire possible pour le moment. Donc du coup, il se retrouve un peu désœuvré. Du coup, il vit une vie un peu débauchée sur Paris, avec fête le soir, des amis, maîtresse et compagnie. Et il se trouve trahi par la maîtresse qu'il avait là-bas. Donc il décide de s'isoler à la campagne, tout simplement. Où là, il va rencontrer Madame Pierson. Et va naître entre eux une sorte d'île de campagne, qui bien sûr ne va pas être de tout repos, qui ne va pas être sans heurts, qui ne va pas être sans souffrance de part et d'autre. Donc c'est ce que nous allons suivre, que Madame Pierson est veuve et est plus âgée que lui. Donc c'est ce qu'on va suivre comme histoire. C'est agréable à lire, mais ça ne laisse pas de souvenirs marquants. Vous voyez, là je l'ai lu il y a quelques semaines et j'arrive pas à bien remettre le schéma narratif. Il a fallu que je reparcours le livre pour en parler. C'était agréable, c'est bien écrit, mais c'est pas fantastique non plus. C'est très mélancolique, c'est assez long. Il y a assez peu d'action, c'est beaucoup tourné vers les sentiments des personnages. Alors si vous aimez ce genre de lecture très tournée sur le personnage, la psychologie, alors oui. Mais sinon, je dirais que c'est un classique
qui peut être intéressant de lire si vous êtes curieux, mais pas un à lire absolu. Voilà. Je suis pas tendre avec Musset. Ensuite, j'ai lu Philippe Delerme, Écrire est une enfance, c'est aux éditions Point. Alors là, par contre, c'est un petit livre que j'ai complètement dévoré. Dans ce livre, Philippe Delerme revient sur son parcours et essaye de répondre à la question comment devient-on écrivain. Et pour lui, ça se passe dans l'enfance, donc tout part de l'enfance. Donc il nous parle un peu de son enfance, de son rapport aux livres, de son rapport à l'école, puisqu'il est fils d'instituteur et que lui-même sera instituteur. Et il développe plein de points, en fait, de toutes ces choses qui ont pu... voilà, je vous montre. Ça, c'est les titres des chapitres. Voilà un petit peu ce qu'il va aborder. Et chaque chapitre va être une réflexion sur ce que ça va lui apporter. Qu'est-ce que Proust va lui avoir apporté? Qu'est-ce que la chanson française va lui avoir apporté en tant qu'auteur? Les personnages de Don Camillo et de Pépone. Le cinéma, quelle est pour lui la bibliothèque idéale. Alors, il va revenir sur des petits chapitres sur tous ces points et ça va mener une réflexion sur qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu écrivain et est-ce que l'on est écrivain et comment on l'est. Est-ce qu'on le devient, est-ce qu'on l'est fondamentalement en soi, est-ce que c'est on s'inspire de ce qui est autour de nous, c'est ce qui est autour de nous qui nous rend écrivain. Il nous parle aussi de sa relation avec sa femme qui est elle-même une artiste et qui a d'ailleurs été une artiste reconnue avant lui, mais qui est passée complètement dans l'ombre à partir du moment où lui est devenu célèbre. Donc il nous parle de tout ça, il nous parle également de la célébrité de son fils qui a été par contre immédiate. Donc il revient un petit peu sur tout ça, mais en gardant comme point, comme objectif de comprendre voilà, qu'est-ce qu'il a emmené à l'écriture, comment il est devenu écrivain, pourquoi. Et c'est vraiment passionnant à lire. Franchement, si vous aimez Philippe Delerme, c'est vraiment un super ouvrage à lire. Ensuite, je me suis complètement détendue avec Procès du grille-pain et autres objets qui nous tapent sur les nerfs de Charles Haquet et Bernard Lalanne. Donc ça, c'est aux éditions Mercure de France, donc une maison d'édition que j'adore. Il est paru au livre de poche aussi, il me semble. On en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en poche. C'est un petit recueil en fait de courts textes, un peu à la Delerme du coup, j'ai trouvé, où les auteurs reviennent sur un objet du quotidien, un objet complètement bateau, classique, le grille-pain, le rideau de douche, le couteau, la fermeture éclair, les emballages encombrants, les mini-doses, le composteur habillé, et la notice Ikea. Et avec humour, ils vont nous en parler de ces petits désagréments du quotidien, ces objets qui d'un côté nous facilitent la vie, mais en même temps nous ont apporté des problèmes du quotidien, enfin, ou des petits tracas du quotidien qui nous tapent sur les nerfs tous les jours finalement. Mais en même temps c'est le pendant, c'est-à-dire que le rideau de douche est hyper pratique, mais c'est pénible quand il nous colle à la peau. Le grille-pain pour le tapin du matin, c'est fantastique, mais qu'est-ce que c'est pénible quand il est mal réglé et que ça brûle la tartine. Enfin voilà, ils reviennent là-dessus, mais avec beaucoup d'humour. Alors il y a plein de choses, il passe par le poème, par des échanges de mails, il parodie par exemple le message SNCF, enfin voilà, il y a plein de façons dont ils en parlent, donc on ne s'ennuie absolument jamais, c'est assez rigolo. Il y a certains objets, certains textes qui m'ont moins convaincu d'autres, mais par contre il y en a où tu dis oui, bien sûr, évidemment, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est un livre qui peut facilement être offert à quelqu'un qui n'apprécie pas forcément la lecture. Ça peut être un livre à laisser dans les toilettes, où on peut plonger facilement dans une page ou deux. C'est aussi divertissant qu'une bande dessinée finalement, mais c'est de la lecture. Et voilà, c'est vraiment un côté un petit peu humoristique qui est vraiment sympa comme tout. Donc c'est un livre qui peut facilement s'offrir à quelqu'un qui n'est pas forcément hyper fan de lecture. Un ado pourra pas mal rigoler, quelqu'un qui a de l'humour va vraiment apprécier. Voilà. Ensuite, j'ai lu J'aurais dû apporter des fleurs de Alma Brami, toujours aux éditions Mercure de France. C'est dans la collection La Bleue. Voilà.
Alors ça c'est une histoire très contemporaine, très terre à terre. On y suit Géraud qui a 50 ans, qui se retrouve au chômage, qui va rencontrer par hasard un de ses anciens collègues qui va l'inviter chez lui. Alors il va tomber un petit peu sous le charme de ce couple et de la femme, surtout de ce collègue qui assume ses formes, sa féminité, sa langueur. Et ce collègue va réussir à lui trouver un boulot dans une petite épicerie genre... j'aime pas trop l'expression, mais arabe du coin, vous voyez, l'épicerie qui est ouverte, qui vous dépanne au coin de la rue. Ce type-là, un petit peu d'épicerie, qui est tenu par un jeune homme qui s'appelle Dimitri. Et Géraud vit assez mal de se retrouver à 50 ans sous les ordres de ce petit jeune d'une vingtaine d'années, qui se surnomme le petit con d'ailleurs. À côté de ça, Géraud a une vie très calme, banale. Il fréquente Françoise, mais il n'est pas convaincu de son charme. Il se dit que bon, elle est pas si belle que ça, qu'elle est pas si intéressante que ça, mais faute de mieux. Et il a un petit côté blasé de la vie, et au fur et à mesure de l'histoire, il se rend compte que ce qu'il a imaginé pour Chéri Chéri n'est pas forcément intéressant, que ce n'est pas une personne intéressante, que Agnès, qui, vous découvrirez en lisant l'histoire qui elle est malheureuse à cause du jeune con, et ça le touche, et que finalement Françoise mérite peut-être plus d'attention que ce qu'il lui donne. Et petit à petit, il va sortir de ce côté un peu blasé de sa vie et arrêter de se dire que peut-être ça pourrait être mieux, ou je la vis sans intérêt et peut-être que je devrais m'impliquer un petit peu plus dans ma vie. C'est particulièrement bien écrit. En plus, l'auteur est très jeune, c'est ce que j'ai découvert récemment, donc ça m'a encore plus surpris, parce que de la part de quelqu'un d'une cinquantaine d'années ou de soixantaine d'années, ça pourrait être écrit avec une certaine recul, expérience de la vie. Non, là c'est quelqu'un je crois qu'il doit avoir une trentaine d'années, l'auteur, je dirais, hein. Mais elle a bien su cerner ce côté blasé que peuvent avoir beaucoup de personnes autour de la cinquantaine, qui se laissent aller en fait tout simplement dans leur vie plutôt que de la vivre à fond. Et donc c'est très bien écrit, c'est très intéressant à lire. Honnêtement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Ensuite, dans un registre un petit peu différent, j'ai lu l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami, donc aux éditions Belfond. C'est le premier livre de Murakami que je lis, mais c'est celui qui me faisait le plus envie. Donc c'est un journal et c'est autobiographique, voilà, c'est comme ça qu'il le qualifie. Donc dans ce texte, il va nous expliquer un petit peu quelle a été sa vie, quel a été le point de départ de son métier d'écrivain, et comment pour arriver à écrire et être un écrivain accompli, il a mêlé ça à la course à pied. Lui qui tenait un bar de jazz avec sa femme et qui connaissait un grand succès, décide un jour d'arrêter cette vie qui est en train de le bouffer pour écrire. Mais il se rend compte que pour écrire, il a besoin d'un cadre, d'être tenu par quelque chose, d'avoir de la discipline, et que sinon son corps, il se laisse aller, aller à une hygiène de vie malsaine, et ce qui ne lui correspond absolument pas. Donc il décide de se mettre à la course à pied, et petit à petit, c'est la course à pied va peut-être un peu prendre le pas, on va dire, et ça va être sa discipline principale, parce que c'est ce qui va lui demander le plus d'efforts. Tous les jours il va courir, donc forcément petit à petit il va se fixer des objectifs. Et à côté de ça, comme son corps est tendu, son esprit sont tendus vers ses objectifs de course qu'il se donne, comme courir le marathon de New York, eh bien, ça lui permet, à côté de ça, de pouvoir écrire, de libérer son imagination, et que les moments où il se met devant sa feuille pour écrire, et bien là, son esprit peut se vider entièrement. Et voilà, donc il nous explique tout ça, il développe tout ce qui
tout le mental qu'il faut pour courir, tous ses objectifs, comment il a structuré les choses, quelles ont été ses réflexions, quel soutien il a eu de sa femme. Voilà, il nous développe tout ça et c'est réellement passionnant, franchement. Il fait 180 pages et honnêtement j'ai eu un mal de fou à le lâcher. J'ai dû faire une pause au milieu de toute ma lecture, le temps de manger, mais il nous tient en haleine, c'est vraiment passionnant et il fait un petit peu écho à Écrire est une enfance. Voilà, c'était dans la série Comment devient-on écrivain. C'est un petit peu, ces deux livres sont complémentaires et sont deux approches très 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 différentes. Et pour finir le mois, j'ai lu Monsieur Spitzweg s'échappe de Philippe Delerme. C'est aux éditions Louis Mercure de France dans la collection Le Petit Mercure. Alors j'avais chroniqué sur mon blog il y a quelques temps, il avait plu tout le dimanche, qui était sur Monsieur Spitzweg justement, et sur le peintre Folon. Et là, dans cette nouvelle, Philippe Delerme reprend le même personnage et va lui donner un nouveau souffle. Et c'est assez rigolo parce que en fait, c'est également sur la course. Monsieur Spitzweg se met à courir et se donne un objectif en fait, tout simplement. Donc ça fait franchement écho à Murakami. C'était pas du tout fait exprès quand j'ai pris ce livre à la suite. Et il se donne un objectif et il va être soutenu par tous ses collègues également. C'est un objectif de course, c'est ce qui nous est raconté. Et pour lui, c'est une façon de combattre le temps. Voilà, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que comme c'est une très très courte nouvelle, si je vous en dis plus, je vais complètement vous spoiler. Voilà, donc honnêtement, c'était un bon mois de lecture, assez varié. J'aurais pensé lire un peu plus que ça, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou on peut en parler également. Les coups de cœur que je retiendrai vraiment de ce mois-ci, c'est ces deux-là. C'est ceux vraiment que j'ai préféré. Et ensuite, Alma Brahmi, dont je lirai d'autres choses. Mais peut-être ces deux-là parce que le sujet m'a peut-être beaucoup plus... je me suis sentie peut-être plus concernée par le sujet. Je sais pas, c'est... En plus dans ce que j'avais vraiment envie de lire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, sûrement pour mon point lecture du mois d'août, en espérant que j'aurai le temps de lire plus de choses. Et je vous dis à très vite.